Ok, du coup, on va commencer. Donc au programme d'aujourd'hui, du coup, on va voir pour le blocage de sites via le DNS de PyHall. On va commencer par ça. Après, je vais vous parler du RAID, les configurations de RAID au niveau des disques en informatique. Et après ça, on verra le TrueNAS. Après, si le TrueNAS, on n'a pas le temps de le finir aujourd'hui, on le finira demain. Donc voilà pour le programme pour aujourd'hui. Bon. Donc, on va commencer par le PyHall. Je vais déjà au tableau vous expliquer comment ça s'organise et comment il parvient du coup à bloquer. Donc là, schéma habituel, vous avez du coup Internet. Vous avez votre routeur. Vous avez votre switch. Et sur le switch, il y a des PC. Pas directement sur le switch, mais il y a, du coup sur le même réseau, il y a des téléphones. Il y a des VM et il y en a une qui aura dessus le PyHall et il aura par exemple comme adresse 192 168 0 250 et lui par exemple il aura 192 168 0 25. Ici le PyHall. Et en fait, ce que va faire le PyHall, c'est qu'il va servir de DNS. DNS, on peut dire intermédiaire. Parce que du coup, il va y avoir les données qui vont arriver d'Internet. Normalement, d'habitude, c'est la box. En temps général, c'est la box qui fait DNS. Ou c'est un DNS, par exemple 1.1.1.1. Ça, c'est en général, c'est ce qu'on met du coup. Et c'est eux qui vont du coup résoudre les adresses que les PC ou le téléphone vont demander. Maintenant, du coup, avec le PyHall, du coup là, avec le PyHall, le PC va faire une requête. Du coup, ça va aller au PyHall parce que le PyHall, ça va être notre DNS. Donc lui, tout va passer par le PyHall. Et ensuite, le PyHall va aller sur Internet pour chercher l'information. Parce que lui, à l'intérieur de lui, il aura un deuxième DNS qui va ce qu'on appelle DNS upstream. Qui va être par exemple 8.8.8.8. Et le retour, c'est pareil. Les informations, du coup, vont d'abord repasser par le PyHall pour vérification. Et ensuite, seulement ça retournera au PC. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il va servir du coup de DNS intermédiaire. Plutôt que d'aller consulter directement le DNS de la box ou celui de l'extérieur, on consulte le PyHall et c'est lui qui va nous dire si du coup les éléments sont autorisés ou pas
à être envoyé ou à être affiché du côté de notre PC. Parce que par exemple, du coup, s'il voit par exemple une requête et que dans le nom de domaine qui était bloqué, il y avait stream par exemple, et bien du coup, là il va le bloquer. Comme le proxy, j'avais dit qu'on pouvait du coup bloquer des sites, on pouvait mettre des sites pour pouvoir les bloquer par rapport à leur nom de domaine. Par exemple, je sais pas si vous voulez stream.com, et ben tous les sites qui font partie du domaine stream.com seraient directement bloqués. Ici, vous auriez une page, le site est introuvable ou ne peut pas être affiché, parce que du coup, lui, il l'a bloqué. Parce que, et lui, en fait, à l'intérieur du PyPal, il y a par exemple, il va avoir une liste de sites. YouTube, peu importe, il a toute une liste de. Il a toute une liste, et du coup, à chaque fois qu'il y a une requête de DNS qui passe, il va vérifier la requête par rapport à sa liste. Si c'est pas dans la liste, il le laisse passer. Ou si c'est dans la liste blanche, parce qu'on peut aussi dire qu'il y a des sites qu'on veut pas bloquer, alors que dans la liste, sur la liste d'origine ou dans la liste qu'on a mise, les sites sont bloqués, on peut aussi dire qu'on ne veut pas les bloquer. Ça, c'est notre choix. Et donc lui, il va comparer et il va permettre de bloquer pas mal de choses, même des choses qu'on ne demande pas forcément. Parce que la plupart des sites, par exemple Chrome, Mozilla, Edge, Windows et tout, Epic ou même d'autres jeux, envoient beaucoup de télémétrie, c'est-à-dire on voit beaucoup de données au serveur, mais ces données en réalité ne sont pas forcément nécessaires pour le bon fonctionnement du programme. Et donc du coup, ça va permettre de bloquer aussi tous ces éléments-là. Et là, vous allez voir que il y en a pas mal. Du coup. Donc là, comme ça, est-ce que ça serait à peu près clair ou il y aurait quelques explications pour l'instant? Tu as du mal à voir, peut-être? Non, ça va. Non, je dois être déplacé. Ok. Donc du coup, on va voir comment le mettre en place et vous allez voir que ça n'a rien de... On peut combiner avec le serveur DNS du Windows Server. Oui, parce qu'en fait à l'intérieur on peut... Après par rapport à l'ordre, si par exemple vous mettez le Windows Server, du coup bonne question, dans les serveurs vous avez à chaque fois dans les DNS, vous avez le DNS principal, celui qui va être consulté en premier, et le DNS secondaire. Donc si effectivement vous avez un Windows Server, oui. Ok, donc je disais, il y a toujours un DNS principal et un DNS secondaire qui ira chercher l'information si le premier n'a pas trouvé. Donc dans le cas où on a effectivement un serveur DNS pour tout ce qui est local, on le mettra en premier. 0,253, on va dire, si notre serveur est 0,253. Donc quand on fera une requête, il ira vérifier ici. S'il ne l'a pas, du coup il passera au DNS secondaire. Et le DNS secondaire, on va mettre 0.250. Par contre, il faudra juste faire attention au niveau du DNS principal
d'avoir par contre bien mis un redirecteur aussi en plus vers le DNS secondaire. Pour être sûr qu'il n'essaye pas d'aller vers un autre ou de passer par de l'IPv6 qui serait du coup moins filtré dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il faut envoyer tout le flux qui passe par le DNS principal par le DNS secondaire. C'est ça. Parce que dans le redirecteur, on met, au niveau du serveur, on met aussi l'adresse du pipehole en secondaire en fait. Et le redirecteur, du coup, redirige vers pipehole pour les éléments. Et après, il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'en fait, le pipehole à l'intérieur, on peut faire un DNS local aussi. C'est-à-dire que le même genre d'entrée qu'on met dans le DNS Windows Server, on peut les entrer directement dans le pipehole aussi. Donc dans ces cas-là, on enlève plus ou moins le DNS, on enlève les données qu'on a rentrées pour le remplacer par on remet les données dans le pipehole à la place. C'est une autre possibilité. Mais si on veut pas retoucher à notre DNS qu'on a déjà fait, et bah, du coup, on redirige en secondaire le pipehole et après le redirecteur, on le met aussi vers le pipehole. Comme ça, on est sûr que toutes les données vont dessus. D'autres questions pour l'instant? Et le DNS upstream, c'est à l'intérieur du pipehole? C'est à l'intérieur du pipehole. En fait, on va choisir par quel DNS il va interroger sur le web. En fait. Plutôt que ce soit nous qui donnions directement à l'adresse 4x1, 4x8 ou quoi, c'est lui, il intercepte et il renvoie à l'autre. C'est un peu comme sur le comment il s'appelle, le pfSense. On met la passerelle des machines, on met que c'est le pfSense. Et après le pfSense, lui, il va chercher en upstream gateway la passerelle qui va permettre d'aller sur Internet. Donc là, c'est pareil. On lui dit un DNS et après lui renvoie vers ailleurs pour avoir quand même les informations. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on va voir comment le mettre en place. Et vous allez voir que ça n'a rien de compliqué. Donc du coup là, on va avoir besoin d'un Linux. Donc là, je vais me connecter à celui-ci. Vous pouvez le prendre en version serveur ou pas, comme vous, en fonction de ce que vous avez, si vous voulez faire en même temps. Non, c'est pas ça, c'est pas le bon ça. Est-ce que j'ai internet? Oui.
Ok, bon, c'est pas grave, il est pas très long le script. Donc si vous allez, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez taper sur Google PyHall install. Et donc là, vous avez directement la documentation vers l'installation. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est cette première ligne. Donc là, du coup, je vais la taper parce que je sais pas pourquoi il a décidé. Non, c'est pas toi. Il a décidé de pas se connecter. Ah, c'est sûr. GLPI. Donc lui, son adresse c'est 0180 aussi. Voilà. Du coup, c'est pas grave, je vais le recopier. La ligne n'est pas très longue. Donc, curl, ça c'est une autre alternative à wget. Wget c'est pareil, c'est pour télécharger, et curl aussi va permettre de télécharger des éléments. Donc, https install.py-all.net Alt GR6 pour le pipe et bash. Ah, bien sûr, il faut quand même mettre le sudo. Puisque comme on va faire une installation, il faut qu'il ait droit administrateur. Cette ligne-là, sinon vous pouvez la trouver, je l'ai mis aussi dans le drive. Donc là, après, si vous avez tapé la bonne ligne, vous avez pu copier-coller la bonne ligne, il va télécharger différentes choses et vous allez arriver ici. Donc bon, sur cet écran-là, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il vous dit qu'on va transformer en tant que bloqueur, surtout de pub, sur tout le réseau. C'est pour ça que j'ai mis un téléphone, parce que si à l'intérieur de votre réseau, vous avez des téléphones, bah, du coup, ils vont récupérer aussi le DNS de PyHall. On fera en sorte qu'ils récupèrent le DNS de PyHall pour que ça bloque aussi sur les téléphones. Donc là, c'est gratuit, mais il dit que si on veut faire des donations, on peut. Ici, c'est un élément important qu'il vous dit, c'est qu'il vous dit qu'il faut que ça soit sur un poste qui ait une adresse IP statique. Ce qui est logique, puisqu'on a besoin de pointer toujours au même endroit. Donc là, il vous conseille de le faire avant de le faire. Mais on peut le continuer même si on est en DHCP. C'est juste que si jamais à un moment votre machine change d'IP, bah, il faudra rechanger le DNS. Donc c'est moins pratique. Donc là, on fait continue, parce qu'on est sûr de l'avoir mis déjà en statique.
ici justement, là il nous pose la question du DNS qu'on va utiliser pour l'upstream. Donc là par exemple je vais prendre le quad 9 par exemple. Ensuite il demande si on veut installer la liste par défaut qui s'appelle Stevens Black Unified. Donc on peut la mettre comme ça, c'est fait, mais de toute façon je vais vous montrer pour en rajouter d'autres après. Donc ici vous répondez oui. Est-ce qu'on veut installer l'interface web d'administration? Oui, c'est conseillé. C'est plus pratique. Donc on fait oui. Là, il dit qu'il faut un serveur web. Donc on pourrait utiliser la page, mais après il faut faire d'autres modifications et tout. Donc là, vous allez répondre oui pour installer Lite HTTPD, qui est un autre navigateur un autre serveur web. Mais on peut avoir les deux serveurs web qui marchent en parallèle, c'est pas gênant. Du moment qu'ils ne visent pas vers les mêmes sites. Si vous visez les deux sites identiques avec avec deux serveurs web différents, là il risque d'y avoir un conflit. Mais normalement ça ne doit pas être le cas et là ça ne le sera pas. Donc on fait oui. Est-ce qu'on veut accepter qu'il enregistre les requêtes? Donc oui, c'est mieux après pour pouvoir justement bloquer ou débloquer s'il y a des choses qui ne sont pas bloquées directement. Ensuite, ça c'est le niveau de log. C'est-à-dire, si on met show everything, il va loguer vraiment un maximum d'éléments. Donc là, pour mieux voir, on va laisser en show everything. Et là, du coup, ça y est, il est parti pour faire son installation. Il vérifie les dépendances, il vérifie s'il avait déjà tout ce qu'il fallait. Et s'il l'a pas, il installe. Donc là, il n'y a plus qu'à le laisser finir. Du coup, c'est encore plus simple que les autres, parce que là, le script, il est déjà fait et tout. Il y a juste une ligne pour lancer le script. Et donc là, il ne faut pas oublier de noter le mot de passe qui va vous servir à vous connecter. Même si je vais vous donner de toute façon une commande après, il vous donne la commande de toute façon après si vous oubliez le mot de passe, pour pouvoir le réinitialiser. Donc on fait accepter une fois qu'on a noté. Il vous rappelle l'adresse IP et comment accéder à l'interface. C'est avec http 192.168.0.180/admin ou pi.all/admin. Et là, il vous dit que l'installation est complète. On est passé où ma loupe? Donc normalement, s'il ne m'embête pas, je devrais faire http 192.168.0.180/admin. Ok, donc je vais forcer ma
connexion dans le bon réseau, parce que là j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de passer. Non, ça. Ah non, pourquoi lui est connecté là? Peut-être pour ça. Alors on va retenter. Ok, donc c'est pas grave, on va lui rechanger son adresse dans le bon réseau. Normalement, les deux étant reliés, il aurait dû trouver, mais bon, là, il n'a pas envie. Sauvetage 168 0 181 4. Et ici, du coup, je vais mettre 0 180 en tant que DNS, puisque du coup, je veux renvoyer vers mon Pi-hole directement. Mon wifi, c'est pas censé allumer lui. Ouais. Bah oui, c'est normal. Parce que j'ai coupé Internet, donc je vais le remettre. Ouais, j'essaie déjà de voir un truc. Voilà, donc ok. Maintenant je dois avoir à nouveau Internet. Je vais juste resetter du coup. La page. Voilà. Donc, maintenant, je suis sur le bon réseau. J'ai bien pu accéder à mon Pi-hole. Mais normalement, étant donné qu'on est sur le même routeur, il aurait dû y accéder. Mais après, j'avais mon Wi-Fi là qui s'était réactivé, donc ça a pu aussi ça a pu poser des soucis. Donc voilà, quand on est ici, on va taper notre mot de passe. Et ici, là, vous voyez, vous avez marqué Forgot Password. Donc en fait, si jamais vous oubliez votre mot de passe, il vous faudra juste taper cette commande-là pour le modifier, voire même le retirer complètement si jamais vous aviez envie. Donc au moins, il vous le dit tout de suite. Et ça, vous le lancez à partir du Linux où vous avez installé le Pi-hole. Là ici, une fois qu'on est là, on voit le nombre théoriquement le nombre de clients actifs, le nombre de blocages et le pourcentage qui ont été bloqués. Après, maintenant, si on veut rajouter des listes, parce qu'on n'en avait pas beaucoup à la base, là ce qui est bizarre c'est que je vois qu'il n'a pas chargé du tout. On va dans Add List. Après, pour trouver les listes, on peut les trouver à plusieurs endroits, mais sur la page, je vous ai mis directement un endroit où on peut choisir, où il y a pas mal de listes déjà prêtes. Soit celui-ci, soit celui-ci, vous pouvez faire les deux parce que j'ai pas comparé si c'était les mêmes.
on ouvre le lien. Et on va sur All List. Donc là, quand on fait ça, vous voyez, vous mettez toute une liste. Il y en a pas mal. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de les rentrer une par une. Vous pouvez sélectionner tout le contenu. Copier. Et ensuite, vous revenez dans PyHall. Et ici, vous allez coller directement tout ce que vous avez copié. Et une fois que c'est fait, vous faites Add. Donc il y a bien un problème qu'il n'a pas bien géré. Je pense que j'ai une mise à jour qui n'est pas bien faite. Là, je me suis douté qu'il y avait un truc parce qu'il n'y avait déjà pas la liste initiale. Donc je vais regarder si j'ai pas des mises à jour à faire parce que j'ai déjà eu le problème de mise à jour qui posait un souci. Peut-être. Ah, PT. Red. On va voir si ça suffit. Voilà. Là, effectivement, maintenant, il y a bien ma liste initiale qui était installée. Donc, j'avais bien une mise à jour qui restait, qui est rentrée en conflit. Donc là, du coup, je recolle mes listes. Et là, vous voyez qu'il m'a directement mis toutes les listes. Là, il m'a mis, du coup, j'ai 56 listes de blocage. Donc maintenant, si on revient à l'accueil, on voit que la liste initiale bloque 156 000 domaines. Donc, c'est un début. On voit que là, il a déjà bloqué 3 éléments depuis que j'ai reseté. On ira voir par la suite. Et il a déjà fait 418 requêtes DNS. Alors que j'ai pas été spécialement sur Internet. Donc maintenant qu'on a mis nos listes, on va aller dans Tools. On va aller dans Update Gravity. Et on va cliquer tout simplement sur Update. Et là, on va le laisser tourner. Bon, il peut y en avoir pour 2-3 minutes, comme c'est la première fois et qu'on a quand même pas mal de listes. Donc là, ça défile. Et tant qu'il ne vous met pas que c'est complet à la fin, c'est que c'est pas encore bon. On fait une option plus ou moins longue. En fonction de la taille ou de l'endroit où il va les récupérer.
Ici, là, tant que vous n'avez pas marqué Py all blocking is enabled, ça veut dire que ce n'est pas terminé. Mais là, maintenant que j'ai ça, c'est terminé. Je peux revenir à l'accueil. Et là, on voit que du coup, il n'y a pas encore toutes les listes. Si on prend l'autre, ici, parce que là, on a quand même presque 2,8 millions de domaines de bloqués. Ce qui est déjà pas mal. Mais si on prend le deuxième lien, on va pouvoir aller beaucoup plus loin encore même. S'il veut bien. Ça marche bien et tout. Oui. Donc là, il trouve pas Google. Mais si ça se trouve, c'est peut-être la liste qui a fait un blocage. D'accord, je n'ai plus de pare-feu. Donc, là, il y a eu un bug. Est-ce que maintenant ça marche? Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il n'avait pas encore fini tout à fait de mettre à jour sa base de données. Donc, du coup, c'est pour ça. Donc, ici, si vous voulez avoir vraiment le max, vous pouvez du coup prendre chaque bloc. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous prenez chaque bloc que vous copiez et vous copiez dans les listes et vous collez dans les listes. Bon, là par exemple, celle-ci, il les avait déjà traitées. Celle-là, a priori, c'était déjà traité aussi. Donc là, il en a rajouté une. Là, il a rajouté trois autres listes. Du coup, donc on refait la gravité. Ça, c'est des liens pour les texter. Hein? C'est des liens pour les texter. Un fichier où il y a plein de C'est ça. En fait, derrière, ça ramène sur un fichier texté avec toute la liste des domaines. Donc là, pendant que je suis en train de faire ça, là, si je clique sur une liste, voilà. Là, il met tous les sites qu'il va bloquer. Donc comme ça, vous pouvez voir directement qu'est-ce qui est bloqué. Et donc après, si on prend n'importe lequel de ceux-là, bah, il est plus accessible.
sauf si on décide de bloquer le pare-feu. Sur Tools, oui, c'est ça. Et Update Gravity, pour mettre à jour après avoir rajouté les listes. Comment afficher la liste? Ah, pour voir la liste? Donc là, pour voir la liste, tu vas direct. Enfin, je le montrerai après, mais là, je peux pas quitter cette page-là pour l'instant. Mais sinon, tu vas sur Internet, tu cliques sur n'importe laquelle des listes là, Ah, ok, je vois, et il va t'ouvrir la liste avec ce qui est de son contenu. Parce que du coup, avec un proxy, faudrait rentrer toutes ces listes de sites là dans l'endroit de blocage qu'on avait vu l'autre fois. Donc ça peut prendre du temps. Du coup. Et voilà, forcément, c'est normal, je suis en train de mettre à jour, donc il doit peut-être couper si ça se trouve. Voilà. Donc là, on était déjà à 2,8 millions tout à l'heure de blocage. Et donc, d'habitude, je prends toutes ces listes-là, normalement, on devrait être à 7,5 millions à peu près. Donc je pense qu'on ne devrait plus être très loin. Désolé si on a qu'on parlait sur la classe, j'avais pas vu que j'avais coupé, le son était coupé. Donc voilà, là il a fini. Voilà. 7,2 millions de sites bloqués. Donc ici, là je suis revenu à l'accueil, donc on voit le nombre de requêtes par 24 heures. On voit qu'ici j'ai 2 clients actifs, c'est-à-dire j'ai 2 adresses mail, 2 adresses web qui contactent le DNS quand il a envie de fonctionner. Et donc ça me permet de voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Donc là j'avais mis celui-là parce que je sais que ça posait des problèmes. Bon, vraiment je réinstalle un parce que là il commence à... Attends, je l'ai réinstallé l'autre jour, quoi. Pourquoi tu veux plus là? Du coup je sais pas si la classe fonctionne encore. Si ça fonctionne encore. Ouais, c'est pour l'instant. Ouais. Parce que étant donné qu'il n'y a pas de DNS, enfin quoi qu'elle est connectée à l'extérieur, donc bon. Donc voilà. Ah, maintenant vous allez essayer Mais l'accueil, il se base sur quoi pour hein bloquer les sites pour le Vaio. Hormis les sites habituels, genre Bah, Twitch en ou fait, il se base par rapport à la liste, à ces différentes listes-là. Là. Il lit toutes les 7 millions de domaines qu'il a en mémoire, et s'il le trouve dans la liste, il le bloque. Non, ça j'avais compris. Mais cela, bon, hormis les sites de Q ou de réseaux sociaux ou ce genre de sites, sur quoi ils se basent pour les autres sites en soi? Après, ça c'est comment les gens ont fait la liste, ça je sais pas exactement qui les a faites ou quoi.
Parce que lui, il se base vraiment par rapport aux listes, hein, il se base pas par rapport à autre chose. Mais après, comment les gens ont rempli les listes, ça, je sais pas comment ils l'ont fait, hein. Par exemple, si on prend celui-là, là, Android. Si on voit un truc de tracking. Hmm. Donc là, tous les trucs de cloud, des trucs qui sont liés. Non, bah, il y en a qui ont dû analyser les trucs qui renvoyaient ailleurs et qui n'étaient pas forcément intéressants. Je sais pas exactement comment ils les ont créés à la base, les listes. Et comment ils les mettent à jour. Après, plusieurs listes, il y a sûrement des endroits, des moments qui sont croisés aussi, hein. Mais lui, il sait le prendre en compte. Si le domaine est déjà repéré dans un, il va pas le reprendre. Et lui, en fait, il fait juste ne pas répondre aux requêtes DNS, en vrai. C'est comme ça qu'il les bloque. Ouais, ou il les bloque, je sais pas. Enfin, il bloque quoi, c'est ça, il bloque la requête en disant qu'elle n'est pas valable. Donc il répond, mais il a craché. Ok. Bon, du coup, essayez de le mettre en place sur vos machines et du coup de rediriger le DNS vers le PayPal. Moi, je vais essayer de le redémarrer comme ça. J'arrive. Ok, donc là c'est bon, j'ai réussi à en réinstaller un. Donc il me fait du blocage sur différents appareils. Si je retourne à l'entrée, donc là on voit que les quelques pages où j'ai été, il a fait 263 requêtes et il en a bloqué 6. Donc si on clique sur liste block query, on va avoir la liste de ce qui a été bloqué directement par PayPal. Si maintenant on s'aperçoit que c'est un site qu'on voulait qui est bloqué, tout simplement ici, vous voyez, il y a un bouton qui s'appelle whitelist. Et du coup, il suffit de cliquer sur ce bouton-là pour pouvoir le débloquer. Débloquer un site. Hein? Débloquer un site. Pour débloquer, ça c'est pour débloquer un site. Si au contraire, il y a un site qui est passé, mais qu'on voulait qu'il soit bloqué, on va sur list all queries, c'est-à-dire liste toutes les requêtes. Et ici, il y a le bouton pour blacklist. Donc là, théoriquement, si je faisais ça, bah, je blacklisterais le drive Google. Après, logiquement, on devrait retrouver... j'avais été, donc logiquement, on devrait retrouver Twitch, normalement. Non? Si je vais sur celui-là... Donc là, il n'y a pas de souci, ça passe. Et si je demande du coup toutes les requêtes, on devrait trouver Twitch. Là par exemple, on voit qu'il n'a pas fait passer des trucs de geo.fr, Huffington Post, parce que c'est passé dans une pub sur le site. Et si je voulais le bloquer, bah, là par exemple, je peux faire ça, blacklist, sur geo.fr. On voit que là, ça passe pas. Et pour confirmer que c'était bien lui qui a bloqué, ici, sur le côté, on peut désactiver le blocage, soit pour un temps indéfini, soit pour 10, 30, 5 minutes ou une autre durée. Donc là, je vais débloquer pour 30 secondes. Et on voit que du coup, j'ai bien accès au site, maintenant que c'est débloqué. Mais si je touche à rien, dans 30 secondes,
j'aurai à nouveau plus accès au site. Donc c'est juste que des fois les sites sont pas forcément très clairs parce que là TTV, donc on peut se douter que c'est Twitch du coup, puisqu'on vient d'y accéder il y a peu de temps. Voilà, là on voit qu'il a réactivé le blocage. Donc si je retourne ici, normalement j'aurais pas dû. Voilà, du coup comme il a fait la liaison, il a pas rebloqué. Mais normalement, je... Bon. Non. Vous pouvez me la blacklister temporairement. Ah oui, parce que du coup, il a fait une blacklist exacte. Donc s'il y avait des sous-domaines ou quoi, il l'avait gardé. Mais on voit qu'il l'avait bien rebloqué quand même derrière. Et donc là, j'ai à peine navigué et on voit qu'il a bloqué 26% des différentes requêtes que j'ai envoyées sur Internet. Maintenant, admettons qu'il y a un domaine qui n'était pas bloqué dans les listes et qu'on veut bloquer mais sans passer par le whitelist, blacklist après blocage. On peut aller ici, dans domaine. Par exemple, je peux mettre twitch.tv. Ici, on clique sur le domaine as wildcard. Normalement, du coup, comme ça, il prend, s'il y a des sous-domaines de Twitch et tout, il va les prendre en compte aussi. Et après, ici, on dit si on va ajouter à la blacklist ou au contraire à la whitelist. Donc là, je fais blacklist. Et là, on voit que du coup, maintenant, Twitch est bien bloqué. Tant que je désactive pas le blocage ou que j'annule pas la règle, du coup, c'est bien bloqué. Donc là, étant donné qu'en plus, dans les requêtes n'étaient pas très claires, lesquelles correspondaient à Twitch, au moins, là, voilà, on bloque directement tout Twitch. Et donc, toutes les machines qui passeront par ce... Il n'y a pas de Trump dans le coin. Donc voilà, toutes les machines qui passeront par ce DNS-là, ce site-là sera inaccessible. Et tous les autres sites qui sont du coup mis dans le blocage. Du coup, pour le blocage de site, c'est quoi la différence avec un proxy par exemple? Bah, le proxy, lui, il va falloir lui mettre toute une liste, il va falloir lui mettre tout le listing de l'intérieur de la liste. Il va falloir le mettre dans la partie à bloquer, là où on avait mis Microtel et tout. Et c'est quand même plus simple à configurer ça que le proxy. La différence, c'est plus simple, c'est ça? Il y a ça surtout parce que du coup il passe par il va bloquer toutes les requêtes qui vont passer. Alors que le proxy, lui, après, pour bloquer la partie HTTPS et tout, il faut mettre le bon certificat et tout pour que les sites relisent bien et tout, qu'il n'y ait pas de problème de lecture des sites sur les sites qui ne sont pas bloqués. Parce que quand on avait essayé, il y a un moment, il y avait des problèmes où des sites qu'on n'avait pas bloqués, ils avaient du mal à les lire quand même parce que avec la redirection du contenu vers le proxy, ça posait des conflits. Donc du coup, ça c'est beaucoup plus simple. Tu peux le faire sur tout le réseau, il faut juste reconfigurer. Mais en même temps, si vous avez un serveur DHCP
ou même si votre box est le serveur DHCP, vous pouvez du coup très facilement reconfigurer les éléments. Parce que la majorité des éléments que vous avez chez vous, ou sur un réseau, au moins les postes clients, seront des postes qui seront adressés en DHCP. On est d'accord? Les postes des clients d'entreprise en général sont en DHCP. Ils ne sont pas en adresse fixe. Ça, c'est réservé aux serveurs ou aux imprimantes. Donc du coup, quand vous allez dans votre box, vous allez dans les paramètres. Ici, je suis chez Free, donc c'est paramètres de la Freebox. Et vous allez trouver à un moment un point qui va concerner le DHCP. Ça, sur toutes les box, il y a forcément le réglage du DHCP. Et ici, vous voyez que au niveau de la box, on peut changer du coup le DNS qui est distribué par la box automatiquement. Donc ça fait que toutes les adresses DHCP recevront le DNS de Pipehole en premier, en tant que primaire. Et donc comme lui renvoie les bonnes requêtes derrière, il n'est pas censé passer au DNS secondaire. Donc au moins comme ça, directement sur tout le réseau, vous pouvez appliquer le DNS. Là par exemple, si je souhaitais, mais je vais pas le faire parce qu'il y a d'autres machines derrière et tout, sur le DHCP qui est dans pfSense, qui distribue la majorité de vos machines là, en 172.16.1, je pourrais lui changer son DHCP pour le renvoyer sur la machine où j'ai réussi à installer le Pipehole. Et du coup, toutes les requêtes que vous feriez passeraient par ma machine. Et donc du coup, on peut aussi du coup avoir comme ça le log de chaque personne, quel poste essaye de se connecter sur quel site, quoi. Pour tracer éventuellement les gens, pour vérifier s'ils ils n'ont pas des trucs pendant qu'ils devraient bosser, d'aller sur des sites de jeux ou quoi, par exemple. Entre autres. Ça peut aussi servir à ça. Ça peut servir à ça, savoir lequel, qui va visiter quel site à quel moment. Bon après, si les requêtes sont faites dans la pause du midi, bon, ça n'a pas de souci. Mais si c'est fait vers 11h, des trucs comme ça, où le gars il devrait être en train de bosser, du coup, ça peut paraître bizarre. Donc ça permet aussi de faire de la vérification, même en plus du filtrage. Ça, c'est selon le niveau de log qu'on a mis. Mais étant donné qu'on a mis le log maximum, et ben là, du coup, c'est pour ça qu'on voit le plus d'informations. Voilà. Là, par exemple, on voit que ça a été bloqué par la liste qu'on a fait de Twitch. Là, ici, par exemple, on voit aussi que, par exemple, Mozilla, parce que je me sers de Mozilla, on voit qu'il envoie pas mal il essaie de renvoyer pas mal de télémétrie sur les serveurs de Mozilla. Alors qu'on n'a pas forcément envie qu'il renvoie, parce qu'on ne sait pas forcément exactement qu'est-ce qu'il renvoie non plus. C'est quoi la télémétrie? Télémétrie, c'est l'utilisation, les performances de Mozilla et tout, qui renvoie à des fins d'analyse et tout, pour éventuellement améliorer des éléments et tout. Mais après, on ne sait pas exactement forcément qu'est-ce qui filtre, qu'est-ce qui est envoyé réellement. Et par exemple, après, je pense qu'il y en a dans le lot de vous qui ont dû jouer à des trucs genre Genshin Impact, Honkai Star Rail, des trucs comme ça. Enfin, des jeux en ligne. À un moment que j'ai joué un petit peu, et du coup j'avais le Pipehole, toutes les minutes il essaye d'envoyer de la télémétrie et des infos.
Sauf que ça n'empêchait pas de jouer. Donc, qu'est-ce qu'il récupérait, quoi? Mais ça, j'avais vu ça justement sur Windows, c'est comme les logiciels qui sont déjà préinstallés. Enfin, Ouais. préinstallés. Il y a pas mal de logiciels préinstallés qui essayent effectivement, qui font des communications et tout. Non, ils le font. Hein. Ouais. Ouais. Donc, après, là, j'ai pas essayé. J'ai vu qu'il y en a qu'on crée une version de... Enfin, qu'on pas créé, mais qu'on modifié le script d'installation Oui. de Windows 11 Oui. pour en faire un Windows 11 très léger avec quasiment Rien dedans. rien d'installé. Et effectivement, ils avaient montré qu'il y avait beaucoup moins de requêtes Oui. entre les deux versions, quoi. Oui, oui, carrément. Et ils avaient fait aussi un essai, à un moment j'avais vu une vidéo, ils avaient fait l'essai entre ils avaient comparé quand c'était l'époque de Windows 7, je crois, Oui. et un Windows 10 ou 11, quoi. Et le nombre de requêtes qui partent dès le départ, quoi, dès juste après avoir installé, il devait y avoir 3 ou 4 fois plus de requêtes. Non, mais c'est incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est chouette. Hmm. Parce que c'est dit nulle part. Ouais, Et, c'est très opaque les trucs. ouais. Et donc du coup, avec Payot, ça permet de pouvoir le voir. Parce qu'en plus, là, même quand ils disent télémétrie, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Il y a sûrement un moyen, théoriquement, moyen de voir, mais après, est-ce que c'est clair à lire? C'est pas sûr. Ce fichier-là, le fichier de télémétrie, on doit pouvoir le voir, mais Windows, Dans les truc, caches, dans les temporaires ou un truc comme ça, je pense qu'il doit y avoir un moyen. Voilà, après, quand on liste toutes les queries, voilà, par exemple, pour le Work Office, essayer de vérifier des choses, quoi. ouais. Windows Update, bon, ça, ok, on peut le laisser. Mais après, il y a des trucs, ça, on peut se douter que c'est peut-être Google, mais à quoi ça correspond? C'est ça. Après, on peut essayer aussi de, s'il veut bien, de prendre l'élément et d'aller voir à quoi ça correspond. Donc là, apparemment, ça serait repository, donc c'est les... Apparemment, c'est le certificat d'autorité de Google. Donc, qui sert à vérifier justement la conformité de sites et tout, s'ils sont bien en HTTPS et vérifier si le certificat est toujours valide et tout. Donc bon, là, a priori, on peut du coup on pourrait le laisser. Mais je veux dire, du coup, après, vous pouvez prendre le nom de domaine, aller chercher sur Google pour voir un peu plus précisément si, par exemple, VeriSign, normalement, c'est pareil, ça, c'est de la vérification de certificats. Hmm. Donc après, il n'y a pas forcément tout à bloquer, mais il y a... Là, tout ça, c'est des vérifications de certificats pour... peut-être pour le DNS et tout, comme les DNS sont en HTTPS. Toutes les requêtes de DNS de Google sont en HTTPS. Donc il doit utiliser ça pour faire ces vérifications. C'est fou parce que malgré tout, ça reste de la récupération de données sans, Bah oui, quand sans même. permission. Il y a ou qu'il installe des choses Oui, aussi. sur ton PC dans les certificats pour, mais que tu sais pas ce qu'il met, quoi. Ouais, parce que le Donc là, par exemple, playgoogle.com, bah, je suis pas sur Android, donc j'en ai pas besoin. Ah, mais il est déjà dessus, c'est ça le truc. Hmm. Il est déjà sur Windows. Oui, il doit y avoir peut-être un truc, une application, ou c'est parce que ici j'ai le Drive qui est connecté, donc du coup il doit aller faire des vérifications ici avec le Play Store, Voilà, c'est ça. et du coup il bloque des trucs où il laisse passer. Donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment quand même beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas forcément, hein. Donc c'est pour ça que celui-là, il est pratique, ça permet de faire de la surveillance, du filtrage, du contrôle. MSN, C'est littéralement du mobile.
Oui, ouais, c'est comme ça. De toute façon, en général, comme on dit, hein, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le client. Ouais, c'est ça qui en fait. Non, ou c'est que c'est toi toi le qui produit. payes. Hein? C'est que c'est toi le produit. Ouais, Ouais, voilà, toi le c'est produit, ça. ouais, c'est ça. C'est toi qui payes ou c'est toi le produit, quoi. Donc, Ah, donc ils se servent de la monnaie, quoi. ouais. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'avec celui-là, on peut bien voir quand même on peut voir pas mal ce qui passe, quoi. Et là, par exemple, je sais pas, il y avait un truc, c'était Cloud Flare, là, qui est normalement du proxy inversé. Bah, du coup, là, il y a un poste, il fait des requêtes quasiment en permanence. Bonjour. Ah, est-ce que Attends,